Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Culture Soccer. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisqu'on va rester exclusivement au Canada. On va faire un petit tour au niveau de la Canadian Premier League et du championnat canadien avec aussi un focus un peu spécial vers la fin de l'émission sur le FC Edmonton. Pour nous accompagner dans cette émission, je suis avec déjà un des co-rédacteurs en chef de Culture Soccer, Adi Raphaël. Comment tu vas, Adi ? Ça va et toi, Antoine? Très content de faire ce podcast sur ma ligue nationale étant canadien. C'est important pour moi. Oui, et on a l'impression d'ailleurs que ça plaît énormément. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous préférez plus d'émissions sur le Canada, chers auditeurs, et allez voir aussi nos articles sur la Canadian Premier League qui sont faits entre autres par Daniel Cameron. Comment ça va, Daniel ? Salut Antoine, ça va bien, merci. Et toi ? Très très bien, on est très heureux de t'avoir aussi puisque tu es un peu notre spécialiste de cette nouvelle ligue qui, on le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi du tout, est à ta première saison, donc une saison historique. Et on a un troisième invité aujourd'hui sur le podcast. Il nous vient de Edmonton puisqu'il est un des organisateurs du groupe francophone supporters du FC Edmonton, Adam Ziel. Bonjour Adam, comment vas-tu ? Ça va bien, et vous? Très très bien, en effet. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et dire ce que tu fais avec Edmonton? OK, ben effectivement, mon histoire, c'est que je suis membre du River Valley Vanguard, le club de supporters du FC Edmonton, déjà depuis une couple d'années. Et effectivement, moi, je suis tellement heureux de vous joindre, de parler un peu de la Première Ligue canadienne et le championnat canadien. C'est tellement... Ça me rend tellement chaud au cœur de pouvoir parler du foot au Canada. C'est quelque chose que je tripe là. C'est incroyable. En effet, c'est une première saison assez historique pour tous, même si Edmonton, comme vous le savez sûrement, chers auditeurs, n'en avait pas sa première saison, parce que c'est le premier club qui était déjà créé avant de venir dans la Ligue. Mais on va parler un petit peu de ce début de saison, puisque certaines équipes ont déjà joué 5 matchs, d'autres 4, d'autres 3, mais on a pour le moment le Cavalry FC qui cavale en tête pour pas faire de mauvais jeux de mots. Adi, par exemple, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison ? Est-ce qu'il y a un club qui t'impressionne plus que d'autres ? Bah, écoute, je pense, en premier, je suis très content du niveau affiché par la CanPL parce que très sérieusement, je m'attendais pas à ce niveau-là. Combien je suis un avocat du football canadien. J'ai toujours voulu voir une ligue professionnelle canadienne. Je m'attendais pas à un niveau aussi élevé. Je m'attendais à un niveau, si jamais on va le comparer avec les États-Unis, je m'attendais à un niveau USL League One, donc un peu la 3e division, mais là on voit un niveau bien plus élevé, on voit un niveau similaire à la USL Championship, donc la 2e division américaine. Pour une première saison, c'est quand même un exploit qui est quand même assez difficile à atteindre. On n'aurait jamais pu penser qu'on soit aussi haut et aussi bon dès le début. Comme tu l'as dit, il y a très peu de matchs qui se sont déjà joués. Les équipes qui ont joué le plus de matchs ont juste joué 5 matchs et on voit déjà un niveau assez important. C'est quand même intéressant de voir que la CanPL a réussi à faire ça en si peu de temps, d'arriver à ce niveau-là, et je suis vraiment très très intéressé par rapport à ça. Je me tourne vers Adam. Adam, toi qui connaissais déjà le soccer, donc avec le FC Edmonton en 2e division américaine, en NASL, à l'époque où le club était déjà présent, est-ce que tu sens qu'il y a une vraie différence de niveau entre la NASL et puis la Canadian Premier League à l'époque, ou est-ce que tu as l'impression que la Canadian Premier League est vraiment sur de bons rails et à un bon niveau? Non, c'est vraiment sur le bon rail. Écoute, moi, je connais pas vraiment une grosse différence du NASL, la ligue qu'appartenait à FC Edmonton auparavant, et le CanPL. C'est tellement le même, c'est tellement un jeu, c'est tellement un bon jeu que c'est ça. Je vois pas une grosse différence depuis de ces deux niveaux-là. Et toi, Daniel, tu penses aussi que c'est un bon début de saison, le niveau affiché est bon en ce début de saison? Effectivement, pour être honnête, dès le premier match, j'étais agréablement surpris lorsque, vous vous rappelez, j'étais allé voir le match à Hamilton. Et depuis, je ne cesse d'être surpris par le niveau affiché. Effectivement, mes attentes, il faut dire que pour ne pas être déçu, je n'avais pas fixé mes attentes très élevées. Et honnêtement, depuis le début, j'aime bien la qualité du jeu pratiqué.
Parce que vous savez très bien qu'il n'y a aucune corrélation entre niveau et qualité de jeu. Je veux dire, on peut assister à un match entre deux équipes de très haut niveau et avoir une mauvaise qualité de jeu et avoir assisté à un match de district entre deux petites équipes et avoir une bonne qualité de jeu, offensif, des buts. Le spectacle ne dépend pas nécessairement du niveau, là. Et actuellement, je suis assez satisfait du spectacle. J'ai regardé quand même beaucoup de matchs, des résumés de matchs. Je suis à jour. Ben, vous pouvez voir les résumés hebdomadaires d'ailleurs. Et donc actuellement, je suis agréablement surpris par le niveau affiché. Et par contre, un peu déçu de certains aspects que je vous reviendrai plus tard. D'accord, et ben on va commencer avec un petit peu les équipes, voir s'il y a des équipes qui vous ont vraiment impressionné en ce début de saison, sachant qu'il y en a une qui a pour le moment quand même 4 victoires en 4 matchs. Adi, est-ce que tu en as une qui ressort justement de ces 7 équipes qui sont dans la compétition? Oui, effectivement, ben, tu l'as mentionné, c'est Calgary. Je veux dire, très franchement, quand je voyais un peu les effectifs en début d'année, je voyais pas Calgary aussi haut. Je m'attendais pas à ce qu'il soit nul non plus, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Il faut comprendre aussi que Tommy Wheeldon Jr. a fait quelque chose de super intéressant, c'est que il a pris plusieurs joueurs de l'ancienne équipe de PDL, qui est maintenant la USL League One. League 2. League 2, pardon, la USL League 2. Et il a pris plusieurs joueurs des Calgary Foothills, il les a amenés là, puis il a ramené quelques vétérans, dont Nick Ledgerwood, dont plusieurs joueurs. Nick Ledgerwood, où notre ami Geoffrey a fait un super beau portrait sur Culture Soccer. C'est quand même intéressant, je ne m'attendais pas à ça. En plus, il ne faut pas oublier que le Calgary est aussi allé en championnat, on va en parler dans le prochain segment, mais aussi à une 5e victoire aussi en déplacement à Pacifique en s'imposant 2-0 aussi. Donc, invaincu, même pas de match nul, que des victoires, 5 matchs dans son histoire, 5 victoires, avec une défense quand même très compacte, avec juste 2 buts encaissés, 6 buts marqués, pas vraiment de réel buteur en tant que tel, c'est tout le monde qui met sa main à la pâte, un collectif très bien huilé. En tout cas, je suis vraiment très impressionné par le club de Tommy Wheeldon Jr. Et toi, Daniel, tu es à peu près d'accord aussi, ou tu as d'autres clubs qui te viennent en tête? Eh bien, effectivement, je partage l'analyse de Hadi sur le Calgary. Moi, honnêtement, je connaissais pas beaucoup les joueurs, puisque beaucoup avaient été champions de PDL l'année passée d'ailleurs. Par contre, et je m'inquiétais d'ailleurs parce que je me disais, ben là, si tout le monde vient de là, ça en dit quoi sur le niveau de la ligue? Par contre, il y a eu quelques joueurs étrangers aussi qui ont été recrutés, notamment anglais, là. Il y a eu le buteur Jordan Brown qui a marqué hier et qui a été formé à Arsenal en Angleterre. Et en fait, Tommy Wheeldon Jr. avait dit que lui, quand il recrutait des étrangers, il préférait relancer des jeunes joueurs plutôt que de prendre des joueurs confirmés. Ce qui en dit grand sur sa philosophie. Le jeu pratiqué par l'équipe est intéressant également. Il y a eu des victoires à l'arraché. Honnêtement, j'ai bien aimé le caractère affiché. Et pour être honnête, moi, je ne connaissais pas beaucoup les joueurs, comme je vous l'ai dit, parce que, honnêtement, on dirait que plus ça va vers l'ouest, plus c'est loin pour nous. Et par contre, je trouve que c'est une bonne surprise. Par contre, il y a aussi le Forge FC qui est 2e actuellement et que j'ai eu la chance d'aller voir au premier match. Je trouve qu'il pratique un bon jeu avec Bobby Smirniotis, mais par contre, ils en ont échappé quelques-uns là. Et toi, Adam, j'imagine que déjà, tu as beaucoup suivi Edmonton, qui a fait une victoire, une défaite et un match nul en 3 matchs. Est-ce que déjà ton équipe joue bien? Est-ce qu'il y en a d'autres que Edmonton a peut-être affrontés qui t'ont sauté aux yeux comme étant des favoris ou des bonnes surprises? Au niveau de belles surprises, moi, je connaissais que déjà les équipes en Alberta seraient parmi les meilleures du Cooker. On a déjà eu l'expérience avec les séries amicaux, avec les Calvary. Ici à Calgary, on a déjà connu un peu le modèle de ce que pratiquaient Tommy Wheeldon Jr. et Jeff Paulus, notre entraîneur-chef. Alors, le fait qu'il soit monté tellement dans les classements, ça ne me surprend pas. Mais au niveau des surprises, Forge, c'est pas vraiment des surprises que j'ai vues, c'est vraiment les équipes qui ont été bien bâties avec des jeunes joueurs formés dans les académies canadiennes plutôt.
sont mieux partis. Alors, les équipes qui me viennent à l'esprit, c'est surtout Cavalry qui s'est surtout démarqué cette saison. Forge en est une autre. Même Edmonton, ils font bien avec les 3 matchs qu'on a joués. Je vois qu'il y a du potentiel avec l'équipe. On n'a pas encore joué un match complet comme que veut Jeff Paulus. Mais ça va venir avec le temps. Nous autres, on a déjà connu des grosses difficultés avec notre pré-saison qui était un peu intéressant au niveau des matchs amicaux quand on voulait s'aduler avec d'autres équipes dans l'Académie du Whitecaps de Vancouver, où il y avait des forces extérieures qui s'est présentées pour annuler des matchs. Là, alors, ça m'a beaucoup inquiété, surtout au début contre Valor, mais bien, c'est un peu dans l'histoire, mais c'est un peu ça. Au niveau des surprises, ça n'en est pas beaucoup, mais on voit que les équipes qui favorisent les jeunes Canadiennes sont du bon pas. Et c'est une bonne nouvelle puisque c'est un peu un des buts de la Ligue, j'imagine. Et dans ces jeunes joueurs, il y en a qui sont un peu révélés cette dernière saison, ces derniers matchs. Sur notre site, bien entendu, à chaque résumé, vous avez le joueur de la semaine qui est désigné par Daniel. Est-ce que Daniel, tu en as un joueur qui t'a vraiment sauté aux yeux comme étant une belle révélation? Eh bien, actuellement, bien sûr, il y a eu le buteur Jordan Brown de Cavalry qui en est à 2 buts, qui a marqué des buts importants surtout. Il y a aussi eu Cadel Thomas de Forge FC qui a marqué 2 buts et qui actuellement a gagné sa place de titulaire. Il joue de plus en plus alors qu'il vient du monde semi-pro. Il y a eu, dans chaque équipe, on pourra en mettre un, là, quasiment. Actuellement, il y a eu l'Espagnol Soria au FC Edmonton, qui a été formé au Villarreal, qui dicte bien le jeu de l'équipe. Il y a eu Belangoyette à Valor, qui fait bien le rôle au milieu de terrain, il prend quelques cartons, mais il fait beaucoup de fautes, mais il défend bien, il se donne à fond chaque match. Certains le connaissent parce qu'il était formé à l'Impact de Montréal. Il y a eu les défenseurs centraux du Halifax Wanderers, qui malgré la blessure de Shakib Hossein, il y a eu André Bona et Chris Nové-Kinsa qui ont joué un bon rôle au milieu de terrain. Il y a eu Hakim Garcia aussi en avant avec le HFX Wanderers qui a fait une bonne job, malgré qu'ils ont juste 3 points en 3 matchs. Honnêtement, dans chaque équipe, on pourrait en nommer un. Là. Il y a eu des bonnes surprises, que ce soit des joueurs canadiens ou étrangers. Il y a eu aussi des déceptions. Il y a eu des joueurs qu'on est surpris de ne pas voir jouer. Il y a eu des blessures. Il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu Pacific FC qui est allé jouer un match à l'étranger avec 2 joueurs de moins sur le banc. Donc, les blessures, ça a fait quand même mal à beaucoup d'équipes, là, notamment Marcus Haber avec Pacific FC. Il y a Marcel eu DeYoung aussi. Effectivement, ouais, mais ça c'était avant la saison. Là. Mais des joueurs qui ont commencé la saison, qui sont disparus après, comme Kyle Becker. Ouais, et toi, Adi, tu en as 2 ou 3 qui te viennent en tête? En fait, moi, j'avais préparé juste un seul parce que c'était la question, mais c'est pas grave, je vais en parler de plusieurs. Mais en fait, celui qui m'a le plus impressionné, vraiment, parce que je m'y attendais pas du tout. Encore, je vais nommer quelqu'un du Cavalry, c'est Pasquotti. Nico Pasquotti, qui a 23 ans, Canadien, que personnellement, je ne connaissais pas du tout, qui vient aussi des Foothills de Calgary, qui à lui seul a vraiment atomisé Pacifique lors du championnat canadien. Il a fini avec 2 passes décisives. Il a déjà marqué un but aussi en CanPL. C'est quand même très intéressant de voir des joueurs là, des joueurs qui étaient supposés jouer en 4e division américaine, venir dans un monde pro et performer aussi bien que ça. Et c'est magnifique pour le Canada. Ben, c'est le but de la CanPL. On connaît le slogan la CanPL, fait par des Canadiens pour des Canadiens, et c'est ce qu'on veut voir. C'est des gens comme Nico Pasquotti qui font en sorte
qui font en sorte que la CanPL a fait une très bonne chose de mettre en avant ces jeunes joueurs-là et leur donner des chances dans un monde professionnel. C'est ce que je voulais voir. Du côté d'autres joueurs qui m'ont un peu impressionné, j'ai beaucoup aimé le jeu de Aparicio chez York 9 FC. Même si, bon, il fait quelques erreurs, mais point de vue, c'est vraiment un 10 comme on les aime, avec de très belles passes en profondeur. J'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Et aussi, je suis quelqu'un qui aime d'habitude les créateurs. Je suis comme ça. Et j'ai aussi un petit faible pour Ben Fisk du Pacific FC qui fait aussi un bon début de saison. Encore une fois, oui, il y a quelques déchets techniques, mais en général, j'aime bien ce que je vois. Il est déjà international canadien, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu avec l'équipe nationale. Mais c'est quelque chose d'intéressant de voir ces jeunes joueurs-là avoir cette chance-là au niveau professionnel. J'ai hâte d'en voir plus. Et toi, Adam, tu en as, puisque tu parlais des jeunes Canadiens, j'imagine que tu as sûrement quelques noms qui reviennent. Oui, juste avec l'équipe d'Edmonton, hier, on a vu un joueur qui est venu en deuxième demi et il a vraiment changé la complexion du match hier. C'était Marcus Villado-Tsagay, un jeune formé par l'Académie d'FC Edmonton, âgé de moins de 18 ans déjà. Et il s'est vraiment prononcé lors du match avec un bon tir. Deux bons tirs, effectivement, sur le but. Un qui était des centimètres à passer la ligne, sauf pour un bel arrêt de Marco Carducci, ça aurait passé. Il y a d'autres équipes, d'autres joueurs d'Edmonton que j'ai hâte aussi de voir jouer parce que je leur ai déjà vu jouer dans l'Académie d'FC Edmonton. Et contre des hommes à Edmonton, ils dictaient le jeu contre des hommes. Des joueurs dont Prince Amanda, David Doe, qui est venu un peu hier dans la partie aussi. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec un meilleur échantillon. Au niveau d'autres joueurs qui m'ont impressionné, moi, je vais montrer mon billet d'Edmonton aussi. Un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est un joueur qui nous est venu du Belgique, c'est Oumar Diop. Un attaquant, et il a bien fait dans ces deux matchs pour Edmonton. Autre que ça, pensant aux autres équipes, il y a surtout Kendall Thomas à Forge qui m'a beaucoup impressionné avec son jeu. Et Ben Fisk, nous autres on le connaît à Edmonton aussi. Moi, je suis tellement content de le voir connaître du succès à Pacific, mais ça ne me surprend pas. Il est un joueur qui a très bien joué à Edmonton dans ses 2 ans avec l'équipe dans le NASL. Et c'est bien de le voir connaître un succès. Et autre que ça, je penserai aux gardiens aussi qui ont très bien fait, dont Tyson Farago, Nathan Ingham, qui ont connu beaucoup de succès, de très bonnes arrêts. Et un autre joueur qui fait sa marque, c'est Connor James. D'accord, bien merci. Oui, ça fait quand même une belle liste de noms que vous nous avez tous les trois donnés. Est-ce qu'il y en a, au contraire, on va commencer avec toi, Adi, est-ce que tu as une équipe ou un joueur qui t'a un peu déçu sur cette première partie de saison? Écoute, c'est vraiment rien contre Adam, là. Mais malheureusement, je m'attendais à un peu plus d'Edmonton, étant une équipe qui est quand même là depuis longtemps. J'aurais aimé voir un peu plus. Après, on est encore au tout début de la saison, c'est encore tôt. Edmonton, on se rend compte qu'ils ont juste joué 3 matchs depuis le début de l'année. Par contre, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus fluide dans le jeu, un peu plus sympathique et aussi du point de vue du joueur aussi, c'est quelqu'un de Edmonton. Je m'attendais à beaucoup plus de Tommy Ameobi. Il faut pas, même s'il n'a pas joué encore, je m'attendais à ce qu'il est. Je sais pas s'il est blessé, j'ai pas vu s'il est blessé ou pas. Oui, ce match ici, il figurait parmi le 11, le dernier match contre Cavalry. Il était une substitution, il était remplacé pas mal tôt dans le deuxième demi avec une autre blessure. On ne s'attend pas qu'il soit prêt et en forme pour une autre 2-3 semaines.
D'accord, C'est bah c'est ça. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus bon. Là, c'est une blessure, ça se comprend. N'empêche, c'est ça. Je m'attends à beaucoup de Tommy Ameobi. On s'entend qu'il a à 8 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de Edmonton. Je m'attends à ce qu'il explose le compteur but assez rapidement. C'est un joueur sur qui je fonde beaucoup d'espoir. Donc, bon, comme j'ai dit, je n'étais pas au courant qu'il était blessé, mais c'est ça. Je m'attends à beaucoup plus. Je veux voir beaucoup plus de lui dans le futur. Mhm. Adam, tu es à peu près d'accord aussi avec ce jugement? Ben, pour moi, c'est une petite échantillon pour Edmonton. Je ne les place pas tout de suite parmi les équipes qui déçoivent, dû au fait qu'on a eu 3 matchs sur une longue. Ben, 3 matchs dans les 3 premières semaines. C'est quand même, il y a d'autres équipes qui ont figuré 5. Si moi j'étais pour prendre un candidat qui déçoit, moi je vais compter Valor FC comme l'équipe qui me déçoit le plus actuellement. Une équipe qui a été vraiment, selon les analystes, ils étaient censés être très forts dans la défensive. On voit que vraiment ils étaient exposés pas mal dans leur premier match. Ça, c'est l'équipe qui me déçoit un peu avec l'avant-saison ici, le petit échantillon qu'on a déjà. D'accord. Et toi, Daniel, tu es aussi d'accord avec ça ou tu en as une autre qui Moi, il y ressort? aurait Valor et Pacific FC, là. Actuellement, ils ont joué chacun 5 matchs. Pacific FC n'a pas gagné depuis son premier match à domicile. Et je comprends qu'il y a eu des blessures, mais honnêtement, c'est quand même grave de pas avoir cherché une plus grande profondeur d'effectif. En fait, Pacific FC a favorisé les individualités à la profondeur de l'équipe. Et là, actuellement, il y a eu le joueur qui me déçu un peu au Pacific FC, ce serait Nakajima Farhan. Actuellement, je trouve pas qu'il a pesé tant que ça sur le jeu. Il y a eu quelques belles actions. Il faut dire qu'il n'y a pas toujours eu beaucoup de temps de jeu. Mais même avec la blessure de Marcus Haber, il a pas assuré autant que j'aurais voulu là. Et donc actuellement, Valor FC, je suis d'accord aussi le fait que actuellement ils ont eu 2 victoires en 5 matchs. On s'attendait beaucoup d'eux. Ils ont quand même eu des joueurs solides. Donc actuellement, je partage l'avis d'Adam sur Valor FC aussi là. D'accord. Et bah, après avoir fait un petit tour quand même sur ces équipes, je voulais vous demander globalement s'il y avait des aspects après ces 5-4 premiers matchs, s'il y avait des aspects de la Canadian Premier League en général qui vous avaient un peu ennuyé en ce début de saison. Je sais que Daniel, tu en avais à parler, tu voulais en parler, mais par exemple, je pense à la diffusion. Est-ce que la diffusion est pour le moment satisfaisante? Moi, je trouve que la diffusion, j'aime bien la qualité de l'image. C'est sûr que dans certains stades, notamment quand c'est à West Hill, le stade de Pacific FC, je trouve que la diffusion, les caméras sont pas toujours assez hautes. Et aussi, un autre problème, c'est que quand il y a de la pluie, les matchs deviennent très pénibles à regarder. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra trouver une solution parce qu'en Angleterre, il y a toujours de la pluie et on arrive à voir le match quand même. Donc, actuellement, c'est ces éléments-là. Autre élément, et ça, c'est normal pour une première saison, c'est que, comme je l'ai dit, le manque de profondeur de l'effectif, le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs blessés, on se demande est-ce que c'est les voyages? Est-ce que c'est le fait de jouer plusieurs matchs par semaine? Est-ce que c'est le fait que plusieurs joueurs ne jouait pas ou ne jouait pas pro, donc il y a une plus grande intensité. Actuellement, on est vraiment surpris par les blessures à répétition des équipes. Et là, le problème, c'est que comme la Ligue est nouvelle, les clubs n'ont pas d'équipe réserve. Donc, on a difficilement les ressources pour aller chercher ailleurs. Et un autre élément que je suis un peu déçu, c'est comment dire, le fait qu'il y a un peu un manque d'informations. Tu sais, on aurait voulu savoir est-ce qu'il y a un plafond salarial dans la ligue, est-ce qu'il y a tout ce qui est-ce que le deal pour Mediapro, avoir plus d'informations là-dessus. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait peut-être des diffuseurs locaux qui sont impliqués. Là, il y a CBC, qui est la chaîne nationale canadienne en anglais, qui diffuse des matchs. Par contre, il n'y a aucun match diffusé en français.
la couverture de la Ligue en français est presque nulle. Il y a une page en français du site qui est presque rien dedans. Donc, actuellement, c'est ces éléments-là un peu qui sont... et aussi, comme je l'avais déjà, on en a déjà parlé, là, le calendrier, comment il est fait. Il y a une couple d'éléments, mais honnêtement, je vais retenir. C'est sûr qu'on reste positif et on reste optimiste, là. C'est vrai que je suis assez surpris du nombre de matchs qu'il y a en cours de semaine. C'est pas vraiment optimal pour débuter une ligue, d'avoir pour les spectateurs, pour regarder les matchs en milieu de semaine. Mais Adi, tu as une opinion dessus? Oui, écoute, oui, c'est sûr qu'en milieu de semaine, c'est pas très optimal comme tu le dis. Par contre, je pense aussi que il y a beaucoup de monde. Je pense aussi c'est pour viser un peu tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Il y a beaucoup de monde de nos jours. On est en 2019, beaucoup de monde de nos jours qui travaillent durant la fin de semaine. Puis ça leur permet aussi de suivre cette ligue-là. De ce point de vue-là, c'est sûr que je sais pas. Je pense que ça permet à atteindre beaucoup plus de monde pour le petit championnat. On a tendance à oublier que là, on est dans le championnat de printemps et les équipes vont juste avoir 10 matchs à jouer chacune avant qu'il y ait un champion. Donc, on s'entend que, bon, on dit qu'il y a des équipes qui sont à 5 matchs, mais ils sont à la mi-championnat. Donc, c'est quand même, je pense, c'est intéressant d'utiliser cette formule dans le mini-championnat pour après, dans le championnat d'automne, qui commencera plus tard en juillet, on pourra à ce moment-là avoir la bonne formule pour un championnat un peu plus adéquat à ce genre de choses-là. Et toi, Adam, toi qui es dans une ville avec une équipe de Canadian Premier League, est-ce que tu es assez d'accord sur ces critiques? Au niveau de la transparence, beaucoup des éléments que nous, on a connus en tant que supporters, c'était effectivement avec les discussions du club. Alors oui, une meilleure diffusion des informations, c'est quelque chose que nous autres, on apprécierait. Par exemple, un autre exemple que moi, qui me vient à l'esprit, c'est au niveau de la discipline. Par exemple, Philippe Joseph Lincourt, le match passé contre Pacifique a reçu un carton rouge. Nous autres, on sait même pas si c'était une suspension d'un match, alors qu'il est admissible pour revenir contre Forge la semaine prochaine, ou si c'est une expulsion de plusieurs matchs. Cela, c'est pas encore dicté. Prenons l'autre exemple de Carl Becker avec son carton rouge. C'est pas jusqu'à 2 semaines après qu'on a su que c'était une punition de deux matchs. Une meilleure transparence sur la discipline sera beaucoup, beaucoup appréciée. Et moi, je vais venir un peu plus sur ça plus tard. Mais effectivement, la couverture en français, c'est inadéquat et pas un petit peu. Ouais, c'est vrai que le manque de transparence, c'est assez dingue. Le fait que vous sachiez pas s'il y a une suspension ou non, ou comme tu le disais, Daniel, au niveau des salaires, personne ne sait quel est le plafond, s'il y a des joueurs désignés ou quoi que ce soit. Nous autres, en tant que supporters, et le club nous a déjà dit que c'est pas forcément un plafond salarial pour les joueurs en tant que tel, mais c'est plutôt pour le département des opérations de foot, qui est intéressant parce que là, ça va impliquer aussi les entraîneurs. Effectivement. Mais cela, c'était pas vraiment rendu public par la Ligue. C'était le club qui nous a dit, ben, effectivement, voici ce que nous entraîne, quelles sont les exigences et les limitations que nous avons au département du foot. Aussi, dans un contexte où la Ligue, elle est nouvelle, elle veut se faire connaître autant dans le pays qu'à l'étranger, que la Ligue veut avoir des nouveaux clubs qui vont rentrer l'année prochaine et les années suivantes, ça serait bien d'avoir plus d'informations parce que moi, je me mettrais à la place d'un diffuseur ou d'un investisseur ou d'un joueur. Si je ne trouve pas d'informations sur la Ligue, j'ai aucune idée sur le deal de diffusion, j'ai aucune idée sur les salaires. Ça serait assez difficile d'avoir de l'intérêt pour ça. Comme là, actuellement, il y a des gens qui sont intéressés parce qu'ils aiment le soccer canadien, parce qu'ils aiment leur ville, mais ça ne pourra pas durer éternellement, là.
C'est vrai, oui, parce que déjà, dès l'année prochaine, il me semble que les droits ont été vendus pour la saison 2020 en France, par exemple. Mais c'est vrai que... En fait, Hmm. c'est pas exactement ça. C'est que Mediapro a les droits de diffusion en France l'année prochaine, si je me trompe pas. Mhm. C'est 2019-2020. Et donc, comme c'est le même diffuseur, ils se sont entendus pour qu'il y ait une possibilité de diffuser les matchs en France dès 2020, puisque Mediapro sera déjà en France à ce moment-là. Et avait promis de créer une chaîne dans la télé française. Et donc, étant donné que ce sera la saison morte pour le foot français, eh bien, ce serait une opportunité de diffuser des matchs de Canadian Premier League. Mhm, d'accord, ouais. Mais c'est vrai que oui, sans information sur des informations techniques comme ça, sur le salaire, par exemple, c'est assez problématique pour les commentateurs ensuite. Est-ce que vous avez un... Mais, Oui, pardon. mais j'étais pour dire que effectivement, c'est pas une question de transparence avec les propriétaires. Les propriétaires en connaissent déjà et certains des investisseurs Mhm. potentiels le connaissent aussi. Parce Effectivement. que les rumeurs d'expansion ils courent récemment. On parle des équipes potentielles à Saskatoon, à Montréal et Québec. Aujourd'hui, effectivement, Alex Bunbury a dit vient de tweeter qu'une annonce potentielle sur Laval et Québec elle est imminente vers la fin du mois. Mais eux autres, ils connaissent déjà les règlements. Alors, je ne partage pas l'avis que les investisseurs potentiels ne connaissent pas les règles du jeu. Ils connaissent le terrain. C'est juste que nous, monsieur et madame, n'importe qui, on n'est pas, on n'a pas accès à cette information-là. Mhm. Ouais, je pense qu'on parlait surtout des diffuseurs, mais en effet, oui, les potentiels investisseurs ont sûrement enfin, s'ils sont en contact avec la Ligue, ils parlent sûrement de tous ces détails avec eux. Est-ce que vous avez un dernier aspect que vous souhaitez dénoncer ou justement Oui, peut-être dire apprécier? Oui, vas-y, Adi. oui, excuse-moi, je voulais Ouais. juste ajouter quelque chose par rapport à, parce que j'ai oublié de parler de la couverture en français dont Daniel a parlé et Adam aussi a mentionné. Euh, c'est vraiment dommage de rien voir en français en partir d'aujourd'hui parce qu'on s'entend que oui, on a parlé comme quoi effectivement l'année prochaine il va y avoir des diffusions de la CanPL en France. Moi, j'aimerais pas que ce soit des Français qui commentent, qui font les analyses sur la Ligue canadienne, tandis que rien contre les Français, mais je préfère, vu qu'on parle la langue ici au Québec, au Canada, même au Canada au complet, mais surtout au Québec, j'aimerais bien que ce soit des gens qui connaissent le produit, qui commentent et qui analysent ce genre de match-là, que des gens qui s'y connaissent pas trop. Et je pense que One Soccer et la CanPL devraient se mettre dès maintenant, devrait s'y mettre dès maintenant à former ce genre de personnes-là, à leur donner un peu une période test, même si jamais c'est pas encore diffusé en France, parce qu'on n'oublie pas que le Québec, là, est un peu laissé de côté. Il y a plein de monde, le Québec, ou les gens francophones, pas spécialement le Québec, mais il y a plein de monde au Canada au complet qui ne parlent pas l'anglais, malheureusement, qui ne sont pas à l'aise en anglais, qui sont leur première langue, c'est le français. Et c'est dommage parce que ce monde-là n'ont aucun moyen de s'intéresser à cette ligue-là. Parce que regarder des matchs en anglais, soit ça ne les tente pas, soit ils ne comprennent rien. Puis c'est comme si moi, je regardais des matchs en russe. Donc, c'est dommage. On est un peuple, on est un pays bilingue. Même si effectivement un bon 75% du Canada est plus anglophone, c'est dommage qu'on laisse de côté ces 25%, ou quel que soit le pourcentage, et donner des chiffres fictifs. Et j'aimerais voir la CNPL bouger par rapport à ça. Ouais, bah, avec un peu de chance avec les équipes à Laval et à Québec l'année prochaine, il y aura en effet une diffusion francophone. Mais Est-ce que ouais, j'allais te avant demander, même. est-ce que avant que c'est un peu bizarre comme question, mais est-ce que avant que Montréal arrive en MLS, il y avait une diffusion de la MLS en français à Québec? Non, mais dans mon souvenir à moi, il y avait très peu de MLS déjà au Canada parce il y a eu le Toronto FC. Je me rappelle, je regardais des fois des matchs du Toronto FC dans des chaînes anglophones au Canada. Mhm. Mais il faut pas oublier que la MLS est une ligue Américaine. américaine. Mhm. Donc, ils n'ont pas vraiment de raison d'offrir du contenu en français s'il n'y a pas un club francophone comme l'Impact. Alors C'est vrai. que Exactement. les États-Unis n'est pas un pays bilingue, là, alors que Mhm. le Canada est officiellement un pays bilingue.
et il y a des francophones au Québec et qui représentent 25% de la population à peu près. Et il y en a hors du Québec aussi, comme Adam. Donc, actuellement, c'est problématique. Et je comprends qu'eux, ils se disent, ah, ben, les francophones hors du Québec, ils parlent anglais. Et même ceux au Québec, il y a beaucoup qui sont bilingues. Donc, pourquoi est-ce qu'on va se forcer pour ça maintenant s'il n'y a pas d'équipe au Québec? Parce qu'il n'y aura pas de gens unilingues francophones, par exemple. Mais actuellement, c'est une question aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu délaissés dans cet espace médiatique, qui trouvent qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, qui ils vont pas nécessairement avoir le réflexe de lire de l'information en français. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise pour regarder un match en anglais, mais ils vont pas lire de l'information en anglais non plus, donc ils vont pas s'intéresser à la ligue. Il y a plusieurs éléments comme ça qui sont ressortis. Mhm. Et c'est vrai, comme tu as raison, le site internet, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'ils avaient tenté ou débuté de le faire en français. Et puis la page française n'est plus actualisée depuis des semaines. Donc, en effet, c'est comme s'ils avaient eu l'intention de le faire et puis qu'au final, je sais pas, des problèmes de coût ou quoi que ce soit, ils ne l'ont pas fait au final. Mais je crois qu'on va un peu enchaîner sur le championnat canadien, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la Canadian Premier League. Ben moi, je vais juste parler rapidement des stades, là. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Honnêtement, je trouve que les stades sont beaux. Après ça, je trouve que dans certains, par exemple, celui de Pacific FC, je le trouve très, très beau autour. Mais par contre, je trouve qu'il n'est pas assez grand. Il fait pas assez stade professionnel. D'autres, tu sais, il manque des espaces corporatifs des fois. Je me dis, si j'étais un homme d'affaires de la région et que j'ai acheté une loge, est-ce que c'est vraiment ce stade-là que j'aimerais aller? Même chose, c'est à Halifax. Le stade est très beau, mais on se demande est-ce qu'on aura plus? Est-ce qu'éventuellement, c'est sûr que là, c'est la première année. Il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs stades synthétiques. Donc, c'est aussi après, il va falloir remplir les stades, de voir des stades de football américain football canadien comme à Winnipeg ou à Hamilton qui sont pas bien remplis. C'est pas toujours agréable à voir à la télévision là. Mhm. C'est un peu ça. Au niveau des stades, oui, c'était une belle surprise. Les foules qui se sont présentées pour les parties. Moi, j'étais honnêtement un peu surpris par les chiffres. Mais effectivement, au niveau, ça c'est une question pour l'avenir tant qu'à moi, sur la question des loges et tout ça. Pour moi, cette année, c'était vraiment d'inciter les gens, le monde populaire, les gens, monsieur, madame, n'importe qui, d'assister à une partie et de là, ben, propager un peu la bonne foi de la Ligue première canadienne, si je peux le mettre dans ces termes de même. C'est un peu tant que moi, la stratégie au niveau du billetterie, mais oui, c'est ça. Les foules m'ont beaucoup surpris et les stades, bien que certains comme Halifax et Pacific, entre autres, se présentent très bien. Ouais, bah, ça devait, un peu comme dans toutes les ligues, de toute façon, il ne pouvait pas y avoir que des bons élèves. Mais Adi, toi aussi, tu es un peu d'accord sur ces stades et quand tu les vois à la télé? Oui, mais tu sais, et je suis un peu d'accord un peu plus avec Adam, où c'est un processus, c'est une nouvelle ligue qui commence de rien. On s'entend que la dernière ligue est plus là depuis 92, si je me trompe pas. Donc, vous savez, il faut commencer étape par étape. L'étape en premier, maintenant, c'est de créer l'intérêt chez les supporters. Et après, tout le reste va venir. Oui, c'est important, les loges corporatives, c'est important tout ça, mais il y a tellement de dossiers et tellement de choses à faire dans une nouvelle ligue que je pense que c'était pas prioritaire. Parce que si l'intérêt est pas là, ça sert à rien d'avoir des loges corporatives et de mettre un peu trop sur les loges corporatives. Après, pour les stades, c'est la même chose. Il faut aller petit à petit. C'est une nouvelle ligue. C'est pas encore parfait, mais pour une première année, c'est quand même, il y a des stades. On n'est pas en train de se retrouver dans un parc en train de jouer, là. C'est quand même, je suis un peu plus indulgent de ce point de vue-là. Moi, ce qui m'importait au début, et je pense ce qui importait la plupart des dirigeants de la KNPL, c'était le niveau. Le niveau est là, c'est un succès tant qu'à moi. Et un bon moyen de juger ce niveau, ça va être de les voir se confronter contre des clubs d'autres divisions. Donc je vais enchaîner sur le championnat canadien,
qui, pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, n'est pas vraiment un championnat, malgré ce que le nom indique, c'est la Coupe nationale canadienne, aussi appelée Coupe des voyageurs, il me semble. Et donc, on a eu quelques matchs cette semaine, les premiers matchs de la Coupe canadienne, donc de championnat canadien, avec des clubs de Canadian Premier League face à des clubs amateurs ou entre eux. Je vais rapidement juste résumer les rencontres qu'il y a eu cette semaine, puisque le club ontarien de Vaughan a perdu face aux Halifax Wanderers 3-2. Blainville au Québec, dont on va parler un peu plus longuement, a fait match nul contre York 9 à la maison. Et c'est un club donc de la Ligue québécoise, pardon. Et le Pacific FC a perdu 2-0 contre le Cavalry, donc dans un duel entre clubs de Canadian Premier League. Adi, tu étais à Blainville pour le match face à York 9 FC. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'expérience et puis le niveau des équipes? Oui, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Blainville et regarder ce match-là entre Blainville et puis York 9 FC. J'ai vraiment adoré l'expérience. C'était l'année passée, Blainville aussi s'était qualifié en championnat canadien parce que c'était la première fois l'année passée qu'on voyait des équipes semi-professionnelles qualifiées pour le championnat canadien l'année passée. Puis cette année, Blainville s'est de nouveau qualifié. Donc, à date, les représentants de la Ligue semi-professionnelle du Québec, sur les 2 années, c'était la même équipe, c'était l'AS Blainville. Et puis Blainville s'est super bien débrouillé, en fait, et même que, selon moi, a dominé cette rencontre. J'étais vraiment très surpris de voir Blainville jouer à ce niveau-là. Je pense même qu'une victoire de Blainville n'aurait pas été du tout surprenante au vu du match. York 9 m'a un peu déçu, surtout en première mi-temps, mais bon, le gardien, Adam en avait parlé lors de la première partie du podcast. Le gardien Ingham a fait un match du tonnerre qui a fait en sorte qu'effectivement York 9 a pu se sauver avec un 0-0 et retourner à la maison plein de confiance. Et d'après toi, Daniel, c'est pas un petit peu problématique que justement qu'un club de Canadian Premier League ne puisse pas s'imposer un peu facilement face à un club pro? Non, moi je trouve que c'est plutôt c'est sympathique de voir qu'un club semi-professionnel est capable de tenir la tête à un club professionnel. Ça arrive dans tous les pays du monde. Donc pourquoi ça n'arriverait pas au Canada, la magie de la Coupe? L'année passée, il y avait eu le match d'ailleurs entre le Ottawa Fury et Blainville. Et je veux dire, Blainville s'en était bien sorti à domicile, mais a perdu après Ottawa. Je veux dire, s'en sortir à domicile contre un club pro pour un club amateur, je trouve que c'est toujours agréable à voir. Moi, je trouve pas que c'est inquiétant pour le niveau de la Ligue. Moi, je pense qu'on pourra juger davantage quand ce sera les matchs contre des clubs de MLS ou contre l'Ottawa Fury qui jouent en USL Championship. Mm-hmm. Adam, toi qui es supporter d'Edmonton, ton équipe n'entrera à la compétition qu'au prochain tour, puisqu'elle fait partie des 3 équipes fondatrices de la Ligue, avec le Violet FC et le Forge. Hamilton, pour ça. Est-ce que tu penses que ton équipe et la CanPL en général a une chance d'un peu concurrencer le Ottawa en USL et puis les autres équipes de MLS? Au niveau de... pour moi, c'est... Oh oui, avec le niveau de jeu, moi, et surtout la magie de la Coupe, dont on a parlé un peu tantôt, tout peut se passer dans une Coupe. Et ça, c'est la chance de la Coupe des voyageurs. Moi, je me souviens de la série d'Edmonton contre Montréal il y a plusieurs années, où Edmonton a effectivement mené la série jusqu'en 97e minute. C'est ça la Coupe. Quand ça vient un aller et un retour, tout peut se passer. Mais de voir le niveau actuellement, pour moi, je ne trouve pas que c'est inquiétant d'avoir des résultats comme Vaughan qui a plus ou moins dominé contre Halifax. Halifax était chanceux de sortir avec une victoire due à une pénalité vers la fin de la partie. Et Blainville qui c'est dominé vraiment contre York 9 et pour moi, s'il y a une surprise qui va venir, je pense que ce sera Blainville qui se qualifiera contre Edmonton à la prochaine round. Je me prononce là-dessus. Mais
Je trouve que c'est juste la magie de la coupe. Tout peut se passer dans une allée et un retour. Peu importe le niveau, peu importe. C'est vraiment ce qui a une meilleure journée ce mercredi-là. Tu es d'accord avec ça, Adi? Tu penses que Blainville peut retourner la situation? Enfin, pas la Oui, retourner d'ailleurs, juste s'imposer. Ouais. ouais, ben, je pense que c'est possible. Après, bon, je pense que aussi que York Nine aussi peut sortir un gros match. Comme je l'ai dit, ça va être très difficile de battre pour moi le meilleur gardien de la CanPL en date d'aujourd'hui. Il l'a prouvé encore une fois lors de ce match-là. Nathan Ingham de York Nine a été extraordinaire dans ce match-là contre Blainville. Vraiment, je l'ai adoré en CanPL, puis il m'a prouvé ça. Et je pense que Blainville va avoir du mal à percer ça, à percer le mur Ingham, mais on s'entend que Blainville a quand même, Papouche en attaque, qui est le meilleur buteur de la PLSQ depuis plusieurs années. En tout cas, c'est intéressant. Oui, je pense que le duel est très équilibré, même si on s'entend qu'une ligue semi-professionnelle et un club semi-professionnel ne s'entraînent pas autant qu'un club professionnel. Mais on est encore au début de la CanPL, donc les niveaux sont encore assez flous de ce point de vue-là. Donc, s'il y a une chance pour qu'un club semi-professionnel puisse battre un club professionnel de la CanPL, ben, c'est cette année. Je pense que l'année prochaine, ce sera un peu plus compliqué. Puis ça va se compliquer encore davantage d'année en année. Moi, j'ai en tout cas très hâte de les voir contre des équipes MLS. Ça va être très sympa au niveau de l'ambiance aussi. Et puis, face aux Fury d'Ottawa qui jouent en deuxième division américaine. Est-ce que, Daniel, tu as une équipe qui, pour toi, pourrait faire un petit exploit s'il y en a une qui ressort déjà du lot? Eh bien, je vois que, tu sais, effectivement, il y a eu le Blainville, ça serait bien qu'il, tu sais, en tant que Québécois, j'aimerais bien qu'il fasse un bon score contre York Nine, qu'il passe Edmonton et qu'il se ramasse contre l'Impact. Ça serait incroyable. J'aurais aimé ça que le Pacific FC se retrouve contre le Vancouver Whitecaps aussi pour faire un derby. Il y a plusieurs scénarios qu'on aurait aimé ça voir, ou que le Val Nazuri se retrouve contre le Toronto FC. Mais là, après ça, ça a été quand même tout un trajet à faire. Si on pourrait avoir un petit derby provincial dans les prochains tours, ça serait pas de refus, là. Mhm. D'accord, je vois. Eh ben, vous avez un autre petit commentaire sur le championnat canadien ou sinon on enchaîne directement sur Moi, FC Edmonton, sur le moi, format j'ai peut-être. Moi, j'ai un petit truc. Excuse-moi, Antoine. Non, J'ai un petit truc. C'est drôle qu'Adam a parlé de la fameuse série entre Edmonton et Montréal parce qu'effectivement, il a complètement raison. C'était quelque chose d'extraordinaire. Puis l'Impact est sorti vainqueur. Si je me rappelle bien, tu me diras si je me trompe, Adam, mais c'était, je pense, un penalty en fin de match avec un but de Patrice Bernier, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais. Et je sais que toi, tu as dû casser ta télé. Moi, j'étais extrêmement content. Je me souviens que je pleurais ce soir-là. J'avais des larmes aux yeux ce soir-là. Moi, j'avais des larmes aux yeux, mais pas pour la même. C'est plus des larmes de joie. En tout cas, c'est ça qu'on veut. C'est ce genre d'émotion-là qu'on veut au Canada. Et on l'a enfin avec la CanPL. On l'a enfin avec un championnat canadien à 13 équipes. Oui, d'un championnat canadien avec 6 équipes. En tout cas, moi, je suis super content, super confiant du soccer et du niveau du soccer au Canada. C'est ce qu'on veut. Il faut maintenant que la CanPL puisse avoir ses équipes d'expansion à travers le pays, en commençant par, bien évidemment, la deuxième province la plus peuplée du Canada, qui est le Québec. Et c'est très important si jamais cette ligue-là veut avoir cette légitimité-là. Et peut-être Ouais, je pense, peut-être deux. Ouais. ouais, et je pense aussi que même le championnat canadien ou la Voyageurs Cup, tout dépendant comment vous voulez l'appeler, là, devrait peut-être commencer à inclure plus de clubs semi-professionnels et peut-être même des clubs de USL League 2 qui, je veux dire, ils n'ont rien à envier aux clubs semi-professionnels. Donc moi, je pense qu'éventuellement, on pourrait étendre, peut-être commencer par, puis si on veut inclure plus de clubs semi-professionnels, peut-être commencer par des compétitions régionales au lieu d'attaquer directement. Parce que c'est sûr que voir un Blainville contre Pacific FC, ça aurait fait mal aux finances de l'AS Blainville. Donc, il faudra peut-être trouver une solution éventuellement pour réduire les coûts dans les premiers tours là, et inclure plus de clubs semi-professionnels. Je trouve aussi que le modèle d'aller-retour, on le voit ici avec la Première Ligue, aussi avec la Ligue.
c'est que ça fait des horaires vraiment, vraiment chargés. C'est peut-être aussi le temps de revoir le modèle de la coupe ou peut-être forcément un aller-retour, c'est pas forcément la meilleure modèle dans le futur, surtout si on veut voir de l'expansion dans la Ligue canadienne, dans le KNPL, et, euh, et d'introduire effectivement des équipes plus amateurs, comme les vainqueurs du Challengers Cup que disputent déjà les équipes amateurs comme vainqueur de la dernière Edmonton Scottish. Et niveau. Ouais. J'allais dire, peut-être effectivement, ça serait bien de faire comme dans d'autres pays, de faire seulement un match. Quand c'est un club amateur, ça serait lui qui reçoit, comme ça, il n'a pas assumé des frais de déplacement. Là. C'est toutes des possibilités là, à envisager. Là. Ou alors, je sais qu'en Coupe de France, par exemple, souvent, le club qui est professionnel offre un peu la billetterie, tout l'argent qu'il a reçu grâce aux billets vendus au club amateur. C'est pas écrit dans les règles, mais c'est un geste qu'ils font normalement quasi automatiquement. Oui, je me rappelle qu'il y a eu des polémiques. J'ai même eu des polémiques quand un club ne l'a pas fait. Ouais, parce que c'est vraiment une tradition qui est faite un peu instinctivement. Donc ça pourrait être aussi une bonne idée. Je sais qu'il y a le même problème aux États-Unis. Récemment, il y a même un club floridien qui a dû faire qui a dû demander à ses supporters de payer pour son déplacement parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Donc c'est vraiment dommage d'avoir ce genre de choses. Et on espère que les plus gros clubs peuvent aider les plus petits, en effet. Est-ce que vous voyez peut-être un changement de format au niveau de cette coupe l'année prochaine, Adi par exemple, ou Daniel, ou Adam d'ailleurs? Oui, moi je vois un changement de format. Ben, c'est sûr qu'on s'attend à ce que la CanPL, d'après ce que j'ai pu lire entre les lignes à droite et à gauche, on s'attend à ce que la CanPL passe à 10 équipes l'année prochaine. En tout cas, c'est le nombre d'équipes souhaitées par les dirigeants de la CanPL. Et avec 10 équipes, c'est sûr que le format va encore changer. Je suis complètement d'accord, par contre, avec Daniel, que j'aimerais voir un peu plus de clubs semi-pro faire partie de cette ligue-là. Et c'est possible qu'ils puissent le faire un peu aussi du côté, peut-être avec un seul match, comme l'a dit Daniel, avec un seul match où l'équipe qui est un peu moins bien nantie financièrement reçoit l'équipe un peu plus professionnelle. J'aimerais voir ça. Bon, il faut dire que c'est un peu égoïste de ma part parce que j'aimerais bien voir le club où j'avais entraîné aussi, où j'avais été assistant entraîneur, les Griffons de Mont-Royal, Mont-Royal-Outremont. J'aimerais bien les voir faire partie. Ils finissent toujours deuxième en PLSQ derrière la SB Blainville, puis j'aimerais bien les voir faire partie de ce championnat canadien-là. En plus, c'est très proche de chez moi, donc j'irai voir les matchs avec grand plaisir. Non, il n'y a pas de raison pour laquelle les clubs moins forcément pro pourraient ne pas y aller. Est-ce que vous avez une dernière remarque à faire sur le championnat canadien? Sinon, on va passer un petit peu au FC Edmonton. Moi, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Pour les autres, je sais pas. Moi, c'est parfait pour moi. Non, on a couvert plus ou moins ce que je voulais aborder. Ah, pardon, ok, génial. On va passer au FC Edmonton. Alors, Adam, tu vois qui est supporter de Edmonton depuis un bout de temps, après ce que j'ai compris. Quel était un petit peu l'état du FC Edmonton quand la NLSL a arrêté? Est-ce que vous pensiez que la nouvelle ligue allait arriver ou est-ce que vous pensiez que c'était la fin du club, même si l'académie subsistait? Ben, nous autres, lorsque c'était annoncé que l'équipe professionnelle, l'équipe première allait cesser ses opérations, il y avait des murmures, des chuchotes que le KPL sera une option, mais c'était pas encore confirmé. Et aussi, l'autre chose que nous autres, on apprécie énormément et il faut souligner, c'est que pendant toutes les années où on était en NASL, nos propriétaires, les messieurs Fath, ils n'ont jamais fait un profit. Ils ont perdu des millions et des millions de dollars. Ils nous ont déjà confirmé dans les médias que leur seuil de rentabilité, c'était un stade de 10 000, une capacité de 10 000 personnes, des foules de 10 000. À l'époque, notre stade et notre stade actuel, en effet, sa capacité, c'est 5 100. Il n'a jamais connu le seuil de rentabilité lors des opérations en NASL. Alors, on ne savait pas forcément si on allait recevoir une autre équipe. On savait qu'il y avait des possibilités que cette option canadienne allait démarrer. Mais
qu'est-ce qui est vraiment arrivé, c'est que des supporters se sont réunis un peu après. Ils sont vraiment milités pour montrer l'intérêt d'Edmonton dans un championnat uniquement canadien. Écoute, c'est beaucoup plus facile de vendre des billets pour une partie Edmonton-Calgary que Edmonton-Porto Rico qu'on faisait auparavant. Euh, mais c'est un peu ça. Alors, de ce mouvement populaire-là, on a connu des succès avec des rassemblements dans des établissements locaux avec des personnalités de l'équipe, des propriétaires. Mais pour nous, le vrai point tournant, c'était le premier Classico, celui où disputait l'Académie d'FC Edmonton contre Foothills United, euh, le prédécesseur de l'Académie de Cavalry. Euh, Celui-là, la partie-là à Edmonton, on a accueilli 3000 personnes à cette partie-là. C'était parmi les parties les mieux assistées de l'histoire d'Edmonton et c'était une partie gratuite en plus. Mais je me souviens croiser notre propriétaire dans les tribunes et vous auriez dû voir sa face, le sourire qu'il y avait sur sa visage, c'était incroyable. C'était de là vraiment qu'on a vu quelque chose changer. C'était pas vraiment une question de si on allait recevoir une équipe, mais plutôt quand on serait annoncé. Oui, j'ai une question pour toi, Adam. Par rapport avant tout, toi, depuis combien d'années est-ce que tu es membre du River Valley Vanguard? Ça fait 2 ans que je suis membre du River Valley Vanguard. J'étais déteneur de billets de saison depuis 6 ans déjà. Alors, c'était quelque chose qui me tenait déjà à cœur, l'FC Edmonton, mais parmi d'autres supporters qui se sont joints pendant cette période d'année morte, là, c'était quand tu perds quelque chose, tu bats tu bats pour l'opportunité de le revoir. Euh, Très peu d'équipes professionnelles connaissent une renaissance. Alors, d'en participer, nous autres, on s'en souviendra jamais, pour toujours plutôt. Oui, et je voulais que tu me parles du Rally Rabbit, Rabbit Rally. Ça, j'en ai toujours entendu parler, mais j'aimerais que quelqu'un m'explique c'est quoi. OK, la légende du Rally Rabbit. Alors, c'était une autre partie d'FC Edmonton contre l'Impact lorsque l'Impact jouait en NASL. C'était même avant que moi j'étais déteneur de billets de saison. Alors, ça aurait dû être la saison 2011-2012, ce genre. Mais effectivement, c'était une série plate. Le marque était 2-0 pour l'Impact Edmonton. Il n'y avait rien. Edmonton faisait très peu. Puis soudainement, la pince se présente sur le terrain et juste comme effort comique, ça a incité les supporters de repartir. Et effectivement, ce qu'on a connu dans les dernières 30 minutes, c'était 2 autres buts pour la FC Edmonton pour faire un match nul 2-2. Depuis ce temps-là, D'accord. Et une autre petite question, du coup, sur le FC Edmonton, est-ce que tu vois un petit peu avec ce derby d'Alberta une rivalité qui se crée et tu vois il y a peut-être plus d'engouement des supporters parce qu'on a vu qu'il y a même une coupe pour cette petite rivalité. Est-ce que tu vois de l'engouement chez les supporters pour cette rivalité, spécialement par rapport à d'autres matchs? oh oui, ben écoute, pour la partie hier, on a presque vendu toute notre allocation. On était une foule de presque 60 qui se sont déplacés d'Edmonton à Calgary pour la partie hier. Même la raison pour laquelle j'ai la voix grave aujourd'hui, c'est que je suis en train de prendre des losanges, des pastilles de bois comme des bonbons, après tout le sport et tous les efforts de chant et de cris d'hier. Alors, ça, c'était bien. Et puis aussi, le fait que ce soit vraiment une véritable ligue canadienne, ça nous offre l'opportunité de pouvoir se déplacer avec l'équipe, vu que vraiment la passion et la ferveur pour le FC Edmonton existent déjà parmi les supporters.
Nous autres, on était une quinzaine qui se sont déplacés pour la première partie à Winnipeg. On prévoit une autre grosse mobilisation pour des parties futures dans l'Ouest, surtout à Victoria. Il y a un gros mouvement qui veut y assister, voir le stade entre autres, et puis d'autres personnes qui vont assister à des matchs un peu ça et là. D'accord, je vois. Et petite question juste, après je vais laisser mes deux collègues parler. Est-ce qu'il y a, en dehors du foot, il y a une rivalité entre les deux villes parce que moi je ne sais pas du tout, étant pas canadien, entre Edmonton et Calgary? Est-ce qu'il y a une animosité régionale? Oh oui, ben, effectivement, depuis la création de la province, Edmonton a reçu la capitale, Calgary était fâché. Et même quand tu penses à l'histoire de l'université provinciale, l'université de l'Alberta, elle est à Edmonton. C'était un peu d'un tour qui a été joué. Moi, je suis passionné par l'histoire. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, Edmonton, c'était deux villes. C'était un peu comme Lévis et Québec, de gens qui avaient une ville du rive nord et une autre ville du rive sud. Alors, Edmonton, c'était Edmonton puis Strathcona, qui était la ville de la rive sud. Alors, au lieu de donner l'université provinciale à Calgary, comme attendaient les Calgariens à l'époque, c'était donné à Strathcona du rive sud d'Edmonton. Et effectivement, 2 ans plus tard, Strathcona s'est amalgamé avec Edmonton. Alors, Edmonton a reçu l'université provinciale. Alors, il y a beaucoup mais cependant, le chemin de fer passe par Calgary. Il y a d'autres affaires de même. Alors, c'était toujours une animosité depuis le début de temps, vraiment, que ces deux villes-là se détestent. Peu importe. L'un reçoit quelque chose, l'autre veut le battre. L'autre veut créer meilleur. L'autre veut avoir le nœud. Alors, c'était toujours présent dans les relations albertaines. D'accord. Et moi, j'aimerais juste te poser une question par rapport à ça. Combien c'est, à cause de cette rivalité-là entre les deux, c'est sûr que non seulement, c'est sûr que Edmonton veut gagner le championnat canadien, et les deux, le championnat canadien et la CanPL, et même les deux éditions de la CanPL, ou sinon ils ne seraient pas en compétition. Mais qu'est-ce qui serait, selon toi, le plus important? Est-ce que ce serait, si jamais ils n'arrivent pas à remporter le championnat, est-ce que ce serait aussi important que ça d'être devant Cavalry, même si ça va être très compliqué pour le championnat du printemps? Ouais, ben, c'est ça l'affaire. Victoire, des trophées sont effectivement le but. Ça, c'est le but. Mais, écoute, Pat Cavalry, c'est toujours là aussi, c'est omniprésent. Nous autres, on a eu l'opportunité d'être parmi l'équipe un peu cette semaine avec des différentes présences communautaires à Edmonton. Et c'était un peu intéressant de voir que oui, effectivement, il y a plusieurs Edmontoniens sur l'équipe et ils ont déjà renseigné aux autres qui ne sont pas forcément d'Edmonton et ne connaissent pas cette rivalité-là. Écoute, c'est un peu comme Montréal-Québec. C'est que les deux villes se détestent. Alors, quand tu vas sur le terrain, écoute, tu vas avoir du support de l'extérieur qui vont descendre, comme on a fait en Cromwell. Et il faut donner votre meilleur pour cette partie-là. Alors, on était déçus du résultat hier, le 1-0, mais il y aura toujours le prochain. Le prochain, effectivement, c'est le 15 juin à Edmonton. Alors, on espère de voir des supporters de l'extérieur, mais effectivement, on peut voir d'une grosse forteresse pour FC Edmonton. D'accord, oui, parfait. Moi, je vais te demander, par rapport à la CONCACAF League, je voulais rappeler que pour la première fois, il y aura un club canadien qui va participer à la CONCACAF League, qui est la deuxième compétition continentale en Amérique du Nord, après la CONCACAF Champions League. C'est un peu l'équivalent de la Ligue Europa en Europe ou la Copa Sudamericana en espagnol. Dans un sens, parce que c'est plus une compétition de qualification pour la CONCACAF Champions League. C'est un peu bizarre comme modèle, mais oui, c'est ça. C'est comme un genre de deuxième compétition pour rentrer dans le premier. C'est donc bien bizarre. Oui, est-ce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est important? Parce que je sais que c'est
les confrontations directes avec le Forge FC et le Valor FC. Donc, est-ce que les gens font le calcul ou on joue notre saison ou on se concentre davantage sur la spring season que sur ces confrontations-là? Ben, surtout du coup que c'est une saison historique. Le premier champion sera le premier champion de l'histoire. Il y aura toujours ce titre-là jusqu'à la fin du temps. Ça, c'est l'important pour l'instant. Ça sera bien de jouer, bien qu'on va rentrer dans une autre situation où jouer un tournoi estival dans l'Amérique centrale, ça sera donc bien compliqué, surtout avec le calendrier chargé qu'on connaît déjà de la Ligue canadienne première. Ça sera donc bien compliqué. Alors, je ne sais, c'est un couteau à double tranchant, la qualification pour le tournoi continental, tant qu'à moi. Ça sera bien, effectivement, de recevoir des équipes de provenance un peu partout de l'Amérique et des Caraïbes. Ça sera bien le fun. Mais surtout cette première saison-là, pour moi, l'important sera plus de se définir dans le championnat, dans la ligue domestique. Effectivement, ouais. Peut-être que c'était pas nécessairement la meilleure idée d'impliquer des clubs de Canadian Premier League alors qu'il y a déjà des clubs qui sont déjà ils ont déjà un calendrier chargé et tout. Et je vais te parler des joueurs francophones du FC Edmonton. Là, il y a deux anciens de l'Impact. Il y a Philippe Lincourt-Joseph qui a eu un carton rouge la semaine passée. Carton rouge controversé. Il y a aussi Mele Temgia qui avait marqué le premier but de l'histoire de l'équipe, qui a vécu à Sherbrooke, mais qui est né en Europe. Il y a aussi Oumar Diok, Oumar Diok, oui, qui est camerounais. Il y a... non, pardon, excusez-moi, qui est belge. Il y a Jano Essua, qui est camerounais. Il y a le laïcien James Marcelin. Et il y a aussi deux franco-québécois qui sont les frères Zebi. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de francophones dans l'équipe. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion, lors des entraînements ou des événements, de discuter avec eux? Oui. Nous autres, on se connaît très bien en jase en français. C'est même intéressant lors des sessions d'entraînement. Plus souvent, tu entends ici, la balle ici, j'aimerais ça. Parce que même quand tu parles des joueurs avec un héritage francophone, il y a d'autres joueurs, dont Ramon, j'oublie son nom de famille. Ramon Soria, oui. Qui auparavant jouait pour Ottawa, que lui aussi parle français couramment, il est francophone. Alors, c'est déjà plus que la moitié de l'équipe du 11 potentiellement peut parler français. Ça me rend tellement chaud au cœur. Notre filiale de Radio-Canada a même fait quelque chose de genre un petit exposé sur ces procédures où il parlait. Le reporter en question, il parlait du fait qu'effectivement, lorsque une autre équipe professionnelle, par exemple les Oilers ou les Eskimos à Edmonton, ils jouaient, ils disputaient leur match, lui, à la fin de la partie, il trouverait le francophone de l'équipe pour avoir son opinion du parti, peu importe s'il a joué un rôle majeur, quoi que ce soit. Mais lorsqu'il a parlé du UFC Edmonton, il a dit: pour la première fois vraiment de ma vie ici en Alberta, j'ai le choix des joueurs pour les opinions. Ça m'arrive tellement peu, vu que même si en Alberta, on compte 260 000 francophones, c'est des communautés un peu éparpillées en province, dans ce vaste province. Alors, c'est tellement bien de voir cette présence francophone parmi l'équipe. Et nous autres, ça c'était un peu la raison pour laquelle nous autres, on a ouvert, en tant que groupe de supporters, qu'on a ouvert notre compte en français, c'est de pouvoir partager nos messages en français avec les communautés francophones à Edmonton. Mais aussi, on en a parlé tantôt aussi, du fait qu'il y avait du manque de contenu en général de la Ligue.
c'était aussi de créer un peu une base en français aussi pour peut-être inciter des articles de provenance, des écrits, des textes en français pour la Ligue. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres membres du River Valley Vanguard ou d'autres gens avec qui tu interagis sur le club du FC Edmonton qui sont francophones? On en a quelques-uns, un peu moins à l'aise en français, mais oui, on en a. Mais moi c'est plus ou moins ma mission tout de suite. C'est d'encourager ces gens-là de continuer. Mais c'est des petits pas. Ça fait déjà une semaine que le compte soit ouvert, alors on va continuer un peu les efforts. Oui, tu as bien raison. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des supporters francophones dans toutes les équipes et pas exclusivement dans les provinces francophones. Daniel, tu as une dernière question? C'est bon? Non, c'est bon, je vous remercie. Merci beaucoup, Adam, d'être passé dans le podcast. Comme tu l'as dit, on peut se trouver le compte des supporters en anglais, mais aussi en français, via Twitter. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière réflexion sur Edmonton ou sur la Canadian Premier League? Une dernière réflexion. On a parlé un peu du compte. Je vais le donner pour ceux qui veulent s'abonner. C'est RV Vanguard, par en bas FR. C'est le compte en français. Mais au niveau du FC Edmonton, c'est bien de revoir l'équipe, de connaître une renaissance et de pouvoir parler un peu du foot et non pas des affaires et des ententes derrière-plan. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de revoir que les clubs ne sont pas morts et qu'ils puissent revivre dans d'autres divisions. C'est un beau message et c'est en fait une belle chose qui peut arriver. Donc, on est vraiment très content de voir le Edmonton de retour, sachant qu'on a suivi certains d'entre nous à la NASL et donc on connaissait bien l'équipe et ça fait plaisir de les revoir. Daniel a dit merci beaucoup d'avoir participé aussi. Oui, et je voulais remercier Adam pour être venu et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire, Adam. Merci beaucoup vraiment d'avoir donné ton temps. C'était super intéressant. C'est sûr qu'on fera appel à toi de nouveau durant la saison, bien évidemment. Parfait, j'attends votre appel. Et on se verra peut-être à Edmonton. Malheureusement, c'est manqué la dernière fois que j'y étais il y a quelques semaines. Mais peut-être une prochaine fois, peut-être j'aurai l'occasion de venir voir un match au Clark Stadium. Je suis allé le voir, le Clark Stadium. D'ailleurs, j'ai un article là-dessus. Mais peut-être j'aimerais ça le voir quand il y a un match. Ouais, c'est ça. L'occasion de rappeler à nos auditeurs, en effet, qu'il y a quelques insides, quelques résumés de matchs, bien sûr, chaque semaine, et puis quelques articles sur la Canadian Premier League, sur ses stars et sur certains de ses clubs sur notre site, dont le FC Edmonton, d'ailleurs, un article fait par Anthony de Varenne avant le début de saison. Donc, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. C'était un réel plaisir. On espère qu'on fera d'autres émissions sur la Canadian Premier League. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et n'hésitez pas à nous noter sur votre application d'écoute de podcast, ainsi que de passer voir notre site et de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et tous les réseaux sociaux auxquels vous pouvez penser. Merci beaucoup, passez une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!